gouvernement n'a pas les fonds nécessaires à Radio-Québec. Mais pendant que tous les télédiffuseurs privés et publics se débattent pour sortir de leur impasse financière, le ministre des Communications du Québec, Laurence Cannon, proposait lui ce midi devant le Publicité Club un bureau de commercialisation de la TV québécoise qui ferait la promotion du marché québécois auprès des grands annonceurs. Ici Claude Desbiens à Montréal. Le taux de chômage a encore grimpé au pays pour le 13e mois consécutif, atteignant en mars son niveau le plus élevé depuis mai 85. Il est passé à 10,5 comparativement à 10,2 en février. Et c'est pas que l'économie canadienne a perdu des emplois, mais plutôt que la nouvelle main-d'œuvre ne trouve pas de travail sur le marché, comme l'explique Michel Morin. L'Ontario a maintenant un taux de chômage de près de 10 le Québec de 12,5 et Montréal est la championne toute catégorie des grandes villes en Amérique du Nord, avec un taux de chômage de 13,2 Mais alors qu'au cours des 5 derniers mois, l'économie canadienne avait perdu 311 000 emplois, en mars, il y a eu un revirement, quoique encore bien mince, d'une hausse de 2 000 emplois dans l'économie canadienne. Taux de chômage, malheureusement, ça va prendre du temps pour améliorer cette situation. Personne ne se fait d'illusions. Le taux de chômage restera élevé au cours des prochaines années. L'opposition ne voit aujourd'hui aucun virage. Il n'y a pas question d'amélioration de la situation économique. Et aux États-Unis, ce matin, l'économie américaine, sur laquelle compte pourtant le Canada pour sa reprise, eh bien, malgré la guerre du Golfe, elle a perdu 206 000 emplois au mois de mars, soit un montant plus élevé que prévu par les observateurs. Donc, après 12 mois de récession, l'économie canadienne se retrouve avec 305 000 emplois en moins qu'en mars 1990. À telle enseigne qu'il y a maintenant 464 000 chômeurs de plus et que le taux de chômage au cours des 12 derniers mois est passé de 7,2 à 10,5 aujourd'hui. Ici Michel Morin, à Montréal. Ce matin. Le discours de M. Choquette était fort intéressant et humoristique. La deuxième partie, c'était de la démagogie pure et simple. Dans cet échange de politesse et de reproches, le ministre admet que la réforme est impopulaire, mais que Québec n'a pas le choix et que, somme toute, la réforme n'aura pas les conséquences apocalyptiques que nous annoncent les maires. Avez-vous déjà vu un gouvernement qui va demander aux gens, on va augmenter vos taxes, acceptez-vous? Avez-vous vu ça, vous? Il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités et après ça, les gens se prononcent aux élections. Il serait catastrophique à ce moment-ci. Hier, le président de la STCUM a dit que la réforme met en péril l'existence même de la société de transport. Et faire croire que le Québec se retire complètement du transport en commun, je pense que c'est faire de la démagogie. Sur cette question, le maire Doré n'a pas encore dit son dernier mot. Les discussions se poursuivent. Mais il reste bien peu de temps pour les discussions. Les préparatifs du prochain budget du Québec sont bien entamés. Claude Fugère, à Montréal. Quand je donne des Smarties à mon fils, j'ai droit à une embrassade majeure. Mais c'est pas seulement pour ça que je lui en donne. Voyez-vous, il sait pas qu'il y en a aussi des rouges. Les Smarties, dans chaque paquet, il y en a. Et vous pouvez économiser des centaines de dollars à l'achat d'une Ford, d'une Mercury ou d'un camion Ford. Pour économiser, prenez les grands moyens. Nous garantissons votre déplacement. Pour une Tempo, une Topaz ou un camion Ford, vous ne pouvez plus vous tromper. Prenez la bonne direction, la direction du choix et du prix. La Ferrari Ford Mercury, sortie 236 de l'autoroute 40. Faire du lait aussi 3,11,2 par tablette. Le lait fait des bulles. Aéro en est plein. Et notez bien, Aéro a toujours du lait, le lait jamais d'Aéro. La super vente d'entrepôt de chez JR Électronique est de retour. C'est le temps de vous procurer les systèmes de son, téléviseurs, baladeurs, lecteurs de disques compacts, magnétoscopes et caméscopes de très haute qualité et à bas prix. Tout le magasin est rempli de super spéciaux jamais vus. Venez choisir ce qu'il vous faut parmi les plus grandes marques. RCA, Hitachi, Panasonic et Technics. Faites votre choix. La super vente d'entrepôt de chez JR Électronique, c'est beaucoup plus que des bas prix. JR Électronique, un savoir-faire et un service après-vente inégalé en Mauricie. Qui la relie à notre monde. Entourés d'amour, Gabi et Fernando veulent vivre. Allez, Gabi,
Sortons de ce zoo. Ce bonheur, elle le veut. Désespérément. Voyez l'histoire de Gabi, dimanche à 20h30. Bonsoir, mesdames, messieurs. Les effets de la récession s'accentuent en Mauricie. Le nombre de chômeurs s'est encore accru au cours du mois de mars. Les derniers chiffres de Statistique Canada le fixent à 15,4 % pour la Mauricie, une hausse de plus d'1 point par rapport au mois d'hiver. 33 000 personnes étaient à la recherche d'un emploi. Dans le Trois-Rivières métropolitain, maintenant, la situation est encore plus grave. On compte 16 % de chômeurs, 4 points de plus que pendant les mois d'hiver. Le nombre de chômeurs est passé de 7 000 à 9 000. La région affiche ainsi une performance de l'emploi plus désastreuse que pour l'ensemble du Canada et du Québec. Le taux de chômage est supérieur de 5 points. La moyenne du pays est de 3 points à celle du Québec. Et la station CHEM n'échappe pas aux compressions décrétées à l'intérieur du réseau TVA. La direction a annoncé cet après-midi la suppression de 4 postes, 2 qui sont permanents, 2 autres surnuméraires. On compte parmi eux un journaliste et un réalisateur au service des nouvelles. La station CHEM emploie en tout 50 personnes. Au chapitre de la programmation, seule l'insertion locale de l'émission matinale Salut Bonjour disparaîtra à partir du 6 mai. Les mises à pied seront effectuées à ce moment-là. On sait qu'à cause de la multiplication des concurrents dans l'industrie de la télévision et aussi du contexte économique, le réseau TVA a dû abolir 200 postes à travers le Québec. Il semble que le centre d'emploi de Trois-Rivières, lui, soit parfaitement prêt à faire face au taux vertigineux de chômage. On n'y signale aucun ralentissement dans le traitement des dossiers. Les organismes de charité, de leur côté, disent subir une affluence inhabituelle. Centre d'emploi et Immigration Canada, les employés n'ont pas à déployer d'énergie plus que de coutume et les prestataires, eux, ne doivent pas s'armer de plus de patience. Même que le directeur du centre d'emploi affirme que les délais de traitement de demande sont tout à fait normaux et même en deçà des délais maximums que le personnel doit respecter. C'est que, comme l'explique M. Jean-Guy Mongrain, lorsque le taux de chômage d'un mois donné est révélé par Statistique Canada, le débordement est déjà passé pour Emploi et Immigration Canada. Ce que ça implique pour nous, le taux de chômage qui a augmenté, c'est le fait que probablement que nos prestataires restent plus longtemps sur l'assurance chômage, mais en termes d'énergie chez nous, c'est quand même très peu. À partir du moment où la demande est établie, ce n'est que des ajustements à faire sur les demandes aux besoins. Les mois de novembre, décembre et janvier dernier ont été les plus débordés pour Emploi et Immigration Canada. La nouvelle loi sur l'assurance chômage a été particulièrement responsable de ce débordement, mais la crise économique avec ses pertes d'emploi et l'arrivée de la TPS ont poussé bien des gens au chômage quand ce n'était pas à l'assistance sociale. C'est ainsi que chez les artisans de paix, on a pris la décision d'offrir une tablée populaire 6 soirs par semaine du 1er février au 1er avril pour permettre aux chômeurs de manger convenablement et de faire face à leurs obligations. Le taux de chômage élevé de mars ne provoque peut-être pas trop de bouleversements dans les bureaux de la rue des Forges, mais sur la rue Sainte-Cécile, on constate qu'alors qu'il y a quelques mois, on doublait les repas vers le 15 du mois, on doit maintenant prévoir ce nombre dès les premiers jours. Daniel Laforce, à Trois-Rivières. La croissance du taux de chômage n'inquiète pas outre mesure le député conservateur de Trois-Rivières. L'éternel optimiste, Pierre-H. Vincent, entrevoit les signes d'une reprise économique qui lui font espérer la création de nouveaux emplois pour les chômeurs, dont particulièrement les nouveaux arrivés sur le marché du travail. On a 2000 personnes de plus qui sont prêtes à travailler en 91 qu'on avait en 90. Alors, ça fait doubler quasiment le nombre de personnes à la recherche d'emploi et donc fait augmenter le taux de chômage. Mais je pense pas que c'est dramatique. Je pense que c'est bon et c'est sain d'avoir dans la région 2000 personnes de plus. Ce qui veut dire que notre région progresse en termes de population, ce qui, un bout de temps, semblait pas convaincu et convaincant. Sauf qu'on n'a pas d'emploi à leur offrir pour l'instant. Bien, moi, je pense que ça... attendez le printemps, là, et ça va reprendre du poil de la bête de façon intéressante. Norsk Hydro ne prévoit pas de profit important avec ses activités de production du magnésium au cours des prochaines années. Le rapport annuel 90 de la multinationale norvégienne Norsk Hydro rappelle que les conditions difficiles du marché du magnésium vont prévaloir encore quelques temps. Et une menace de grève plane sur l'Hebdo, le journal du Cap-de-la-Madeleine, dont les 12 employés syndiqués viennent de rejeter les dernières offres de leur employeur. En assemblée générale hier, les membres du syndicat des travailleurs unis de l'alimentation et du commerce ont unanimement rejeté les offres de la direction qui leur proposait un gel des salaires et aussi un gel de leurs conditions de travail.
Le député du Bloc québécois, Louis Plamondon, est toujours en bonne position dans la faveur de l'électorat du comté de Richelieu. Le plus récent sondage du Bloc québécois confirme que l'électorat a suivi le député malgré qu'il ait quitté le Parti conservateur. Louis Plamondon dit maintenant avoir la preuve que sa popularité n'a pas souffert de son départ du Parti conservateur l'an dernier. Et moi, j'étais à près de 66 c'est-à-dire près de 70. On maintenait exactement le vote de la dernière élection, où j'avais eu 69. Et dans l'ensemble du Québec... Les propriétaires de maisons résidentielles sont taxés au maximum à l'heure actuelle et qu'ajouter un surcroît de taxes qui pourrait aller à 7,5 ou même peut-être 10 dans certains cas, que ce serait excessif. Dans sa réforme, M. Ryan laissait entendre qu'une large partie sinon la totalité de cette responsabilité financière qui nous passe serait assumée par le secteur industriel et commercial. Mais dans la réalité, suivant nos analyses, ce n'est pas vrai dans beaucoup de municipalités. Oui. Puis en plus de ça, les immeubles industriels et commerciaux sont déjà assez taxés à l'heure actuelle. Je comprends que M. Ryan dise, bon, bien, les entreprises au Québec ont eu, en quelque sorte, un petit respire, là, comme il nous a expliqué hier soir. Mais entreprises et immeubles industriels et commerciaux, ça n'est pas la même chose. Je ne comprends pas qu'on fasse une confusion sur ces assiettes fiscales. Dans un cas, il s'agit d'entreprises qui fonctionnent et dans un autre cas, il s'agit simplement de propriétaires d'immeubles. Alors donc, pour récupérer de l'argent, M. Ryan propose ou suggère de taxer le stationnement, les édifices, les entreprises pour un endroit comme Outremont. Ça veut dire quoi, ça, M. Choquette? Effectivement, pour un endroit comme le nôtre où il y a un très petit secteur industriel et commercial, ça veut dire qu'en réalité, notre secteur industriel et commercial ne pourra pas supporter la contribution financière accrue qu'on nous exige. Et ça veut dire qu'on devra taxer nos résidents, donc taxer le secteur résidentiel. Alors, je pense qu'on devrait le dire clairement, pas essayer de faire une réforme et puis offrir des solutions qui n'en sont pas. Exemple, on nous propose une prétendue taxe sur le stationnement comme étant un moyen de nous alimenter en fonds pour justement supporter des responsabilités additionnelles. Or, il n'y en a pas de stationnement dans notre municipalité. Il n'y a pas de stationnement public. Et on n'est pas seul. Et je ne veux pas faire un cas particulier de la ville dont je suis maire. C'est vrai dans beaucoup d'autres municipalités. Maintenant, c'est certainement l'intérêt de mes contribuables et des résidents que j'ai principalement à cœur. Mais il y a aussi le fait que, à la faveur de cette réforme, on veut abolir la taxe d'affaires, sous prétexte qu'on va aller imposer les immeubles fédéraux et que ça va donner un rendement intéressant d'à peu près 80 millions de dollars, qu'on n'a pas actuellement parce que le fédéral actuellement paie les taxes suivant les évaluations des immeubles sans tenir compte des taxes d'affaires. Mais la taxe d'affaires nous rapporte à nous actuellement, elle nous rapporte sur l'île de Montréal, à toutes les municipalités, 340 millions, puis aller déplacer ça de nouveau sur les immeubles industriels et commerciaux, alors que beaucoup d'entreprises ont laissé Montréal, alors que la situation... la récession fait qu'il y a un grand taux de vacances dans les immeubles industriels et commerciaux à Montréal. D'après moi, c'est un mauvais calcul. Alors même ce qui a été annoncé hier, là, cette réduction de la facture de 110 millions, pour vous, c'est pas acceptable. Pourtant, Jean Doré lui trouve que c'est une ouverture intéressante. Oui, je comprends que moi, je ne pouvais pas abonder dans ce sens-là hier soir parce que M. Ryan est arrivé dans un discours. Je le comprends, il était fatigué, il avait beaucoup travaillé, il n'avait pas eu le temps de préparer un texte très précis. Moi, je n'ai pas voulu sauter sur ça puis mettre à applaudir M. Ryan parce qu'il nous promettait vaguement 110 millions de soulagement. C'était trop vague, vraiment, à ce moment-là. Et d'après moi, je vois que la réaction des collègues, ça a été que vraiment, c'est pas vraiment intéressant. Parce que la véritable source de revenus que le gouvernement devrait chercher à ce moment-ci, c'est beaucoup plus auprès des usagers de l'automobile qui sont les concurrents du transport en commun dont on veut retirer les subventions. Pourquoi aller taxer la maison unifamiliale, celle qui protège le citoyen? Puis souvent, c'est son seul bien, réellement, sa seule fortune. Puis on va aller ajouter à cette taxe-là, alors que les citoyens québécois, vous savez, sont les plus taxés de l'Amérique du Nord. Ça, il est temps qu'on le dise et qu'on le sache. Parce que tant qu'on va se dissimuler cette vérité, eh bien, le gouvernement ne prendra pas ses responsabilités de vraiment interroger et mettre en question ces programmes qui disent
coûter très cher et je comprends qu'il coûte très cher. Alors, M. Choquette, qu'est-ce que vous allez faire à compter de maintenant? Quelle est la position de la conférence des maires de banlieue? À la suite de durant notre assemblée plénière cet après-midi, nous avons adopté une résolution réitérant nos positions antérieures et faisant état de nos critiques principales à l'égard de la réforme, qui n'en est pas une, qu'on n'appelle pas ça une réforme, c'est surtout pas une réforme. Mais on a demandé, on a quand même offert notre collaboration au gouvernement, parce que ce ne sont pas nos ennemis. Je veux bien que ça soit bien compris. Moi, je peux avoir des désaccords avec M. Ryan, mais ça ne veut pas dire que j'en veux à l'homme ou que je trouve que je ne demanderai jamais sa démission pour ma part, mais le point est que je voudrais qu'on comprenne que le gouvernement est en train de faire une erreur et je veux qu'ils évitent de faire cette erreur. Alors, je vous remercie beaucoup, M. Choquette, de nous avoir accordé cette entrevue. Merci. Nous retrouvons maintenant Roger Laroche au centre de surveillance. Il y aura des travaux en fin de semaine. Il n'y a pas congé de ce côté-là. Non, c'est la saison, c'est parti. Tout d'abord, si vous venez faire un tour dans le Vieux-Montréal, sachez que uniquement demain, samedi, il y a un tronçon de la rue Notre-Dame entre Gosford et Bon Secours qui va être complètement fermé de 7h à 18h. Ça va permettre à une grue de hisser des matériaux sur un édifice en construction à cet endroit. Et dans le nord, maintenant, sur le boulevard Saint-Michel, il y aura fermeture complète d'un tronçon du côté ouest, entre Charland et Champ-Doré. Et ça, à compter de minuit ce soir jusqu'à lundi matin, 7h, la Ville de Montréal procède à la mise en place de nouveaux tuyaux d'égout et de conduite d'eau. Ce sont des travaux qui vont s'étendre encore jusqu'à la fin du mois d'avril. On travaille aussi dans l'échangeur de Ville-Saint-Pierre, fermeture ponctuelle de certaines bretelles au cours du week-end et au courant de la semaine prochaine. Au pont Champlain, ce sera bel et bien parti maintenant jusqu'aux premières neiges. Martine? Ce sera un beau week-end chaud. Alors demain matin, la brume se dissipe, ça devient ensoleillé avec passage nuageux. À Toronto, le ciel demeure variable. Maximum 8 à 12, 15 pour Ottawa et Montréal et 19 pour Toronto. C'est encore plus chaud dimanche. Au Québec, le ciel sera plutôt variable, mais à Toronto, ce sera généralement ensoleillé. Bonne fin de semaine, Pierre. Merci beaucoup, Martine. Et Louis, en terminant, on parle de ce deuxième match qui va être disputé ce soir entre le Canadien de Montréal et les Sabres. Au Forum, on sait que le Canadien mène 1-0 grâce à sa victoire de mercredi dernier. Nous allons voir tantôt au Forum Lionel Duval sur place. Il nous dira que Pat Burns ne s'est pas reposé sur ses lauriers. Il y aurait des changements d'alignement. Et ce sera radio, télévision, évidemment. Bien sûr. Merci, Louis. À tantôt. Michel, l'affaire Gérald de Gaulle est devenue un livre. Oui, c'est notre collègue Normand Lester qui a publié tout ce qu'il avait obtenu en faisant ses recherches sur cet ingénieur canadien. C'est Normand, d'ailleurs, qui avait révélé le premier la coopération de M. Boulle avec l'Irak. Il viendra nous en parler tout à l'heure de ce livre, mais il y aura tout d'abord la suite des nouvelles juste après la pause. L'interculturel, la santé est-elle un luxe pour les pauvres? Et avec Yves Mondou, comment déménager sans se faire rouler? À tout de suite. Parce qu'elle donne des ailes à l'imagination de l'enfance, les magasins M sont fiers de s'associer à la production de l'émission Passe-Partout. Du 5 au 12 avril, prenons le temps de nous connaître. Ici Radio-Québec. Vous voulez parler de quoi? Oh, ces jours-là, ça m'affecte pas vraiment. Non. Moi qui le sais. Si je fais de l'exercice, pas toujours. Mes cheveux, eux, en font leur tête. Non, je garde toujours mon calme. Enfin, presque. Puis des fois, j'ai des boutons. Très drôle. J'en ai assez comme c'est là. Vania vous aide à vous sentir plus confortable. Le confort de Vania, je le mérite bien. Téléservice ce soir. Pendant toute une semaine, prenons le temps de nous connaître. Pauvreté et santé, nous poursuivons notre entretien avec le docteur Christine Collin.
l'art de déménager sans se laisser mettre en boîte. La justice a le bras de moins en moins long. Et notre invité cette semaine est perçu comme une foudre énergisante. On finit la semaine avec une personne qui est qualifiée de foudre énergisante. Moi, je dirais qu'elle est débordante d'énergie. Elle a un sourire, cette personne-là, fendue jusqu'ici. Enfin, on va vous donner des indices, vous allez essayer de trouver qui c'est. D'abord, Daniel. Oui, d'abord, donc, elle est née quelque part. Oui. Elle est née dans un petit village de montagne, Maresca, tout près de Florence, évidemment, en Italie. Oui. Guy? Évidemment, ça lui prenait une bonne raison pour traverser l'océan. C'est donc l'amour qui l'a amené, imaginez, à Toronto. Une bonne raison, ça. Mais elle est venue à Montréal par la suite pour s'établir. Carmel? Dans son pays, elle était tricoteuse. Et maintenant, elle tricote l'avenir des femmes. Guy? Mais c'est pas grave. Excuse-moi. Elle représente de plusieurs façons les femmes immigrantes du Québec. Oui, et récemment, elle a participé à la mise sur pied d'un programme très spécial. C'est un programme de formation de métiers non traditionnels pour femmes. Par exemple, la soudure. Je vous la présente tout de suite. Il s'agit de Mme Aura Bizzari. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vraiment énergique, Mme Bizzari. Depuis que vous êtes arrivée, c'est un tourbillon dans le studio. Étiez-vous comme ça, enfant? Oui, j'ai toujours été comme ça. Est-ce que c'est dans la famille? Est-ce que c'était comme ça, près de Florence, toute la famille? Je sais pas, mais il y a une chose aussi qui fait qu'on devient plus combative. Dans mon cas, ça a été l'effet d'immigrer. Et c'est sûr que quand tu arrives dans un pays, tu n'as pas de statut, tu n'as pas de travail, tu ne parles pas la langue. Donc, il faut aussi se faire accepter par les autres. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire en même temps. Alors, il faut que tu te réveilles tous les matins pour tout régler ça. Et il faut forcément devenir combative. Ça vous a stimulé tout ça? Oui, je Êtes-vous en pense. train de dire que vous étiez moins énergique à l'époque ou avant de venir ici? J'étais peut-être moins... J'avais peut-être pas cette volonté-là, j'avais pas de nécessité pour foncer, donc j'étais moins fonceuse. Mais vous parliez tout autant. Oui, j'étais aussi plus jeune, donc ça joue aussi, je dirais. Il faut dire, Mme Bizzari, que vous êtes à la coordination du collectif des femmes immigrantes du Québec. Ça regroupe combien de femmes? C'est un poste important parce qu'il y a beaucoup de monde là-dedans. Donc, le collectif a deux sortes de membership individuels et un membership de groupe. Et c'est 33 organismes au Québec qui sont membres du collectif. Et c'est surtout dans la région de Montréal, j'imagine, que vous êtes... On a des membres à Hall, Québec et Sherbrooke, mais la majorité des immigrants sont à Montréal, donc la majorité aussi des organismes membres sont des organismes de Montréal. Donc, votre coordination se fait dans la ville, vous n'êtes pas appelé à voyager, puis à vous promener? Non, c'est pas mal ici. Bon, alors tout à l'heure, on va découvrir qui vous êtes. On va retourner en Italie avec vous. On va parler de vos amours, de votre fille. Vous avez une belle grande fille, je pense, hein? Elle a 15 ans, votre fille? Oui. Comment s'appelle-t-elle? Allegra. Allegra. Et vous, c'est Aoura. Qu'est-ce que ça veut dire, Aoura? Oh mon Dieu, petit vent léger, mais on m'a déjà dit que je suis un draft. Donc, un vent violent. Oui, un tornade, un cyclone. Bon, alors, tout de suite après la pause, on va revenir. On va se quitter pour 3 minutes à peu près. On va continuer avec Mme Bizzari. Jamais été sage. Non? Non. Je pense que mes parents ont eu affaire. Alors, vous avez été élevé de quelle manière? Pour que nous, ici, on puisse comprendre, et pour qu'on puisse comprendre, quand on passe en Amérique, il faut s'adapter. Comment on vous a élevé? Avec quel principe? Parce que c'est très sévère. Mais j'ai 40 ans, hein? Donc, à l'époque, quand j'étais jeune, il y a une vingtaine d'années, mais c'était sérieux. Oui, on sortait avec les garçons, on sortait en compagnie, mais bien sûr, on s'est marié vierge, quoi. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. En tout cas, c'est ça. Je pense qu'il y a 20 ans, ça devait être pas mal la même chose au Québec. Oui. Il n'y a pas une grande différence. Et vous avez une fille de 15 ans. Est-ce que vous l'élevez à la manière nord-américaine? De quelle façon l'élevez-vous? Par comparaison à votre enfance à vous? Ben, aujourd'hui, soit en Italie, soit ici, par rapport à la façon d'élever les enfants, il n'y a pas grande différence. Mais est-ce qu'ils ne sont pas plus sévères en Italie? En tout cas, les Européens sont assez sévères avec les enfants. Non. Il ne faut pas... certaines Italiennes qui sont ici et qui ont gardé la mentalité qu'il y avait il y a 20 ans ou 30 ans quand ils ont quitté l'Italie, peut-être qu'ici gardent certaines habitudes. Ils ont gardé la main. Oui, mais en Italie aujourd'hui... Les filles de 13-14 ans sont beaucoup plus réveillées que la mienne, qui arrive du Québec, qui en a 15. Et je suis bien contente de la ramener à la fin de l'été. Et je la renferme à double clé. Alors, donc, c'est vous qui êtes sévère. Vous êtes sévère, vous?
Non, pas tant que ça. Je souhaite juste qu'elle reste enfant encore un peu. Il y a un âge pour tout. Là. Pourquoi c'est pressé? Moi, j'ai joué aux Indiens, à la guerre jusqu'à 16 ans. J'ai commencé à aller danser en cachette quand j'en avais 18 et demi. Pourquoi elle ne ferait pas la même chose? Moi, je ne regrette pas d'avoir commencé tard à faire ce qu'on dit, la jeune fille. Fête, oui. La jeune fille. Bon, j'ai eu le temps, je ne sais pas. Chaque chose a son temps. Pourquoi vous étiez dans un petit village. Est-ce que vous avez fait vos classes dans ce village-là ou si vous avez dû partir vers une grande ville? C'était Florence, probablement, qui était la ville la moins loin? Tout s'est fait dans les villages comme tel. Et puis vous êtes venu en Amérique? Ma première grande ville, ça a été quand je suis arrivée à Toronto. Ouais. Vous étiez jeune mariée? Oui. Oui, je connaissais déjà les garçons en Italie. Lui était venu ici il y a quelques années avant moi. Ah, il était déjà ici? Oui, lui est parti 3 ans avant moi. Puis moi, donc, par amour, je l'ai suivi au Canada. Mais j'étais bien contente d'aller voir qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté de la flaque de l'océan. Et quand vous êtes arrivé à Toronto, enfin, c'est une ville anglophone, c'est une ville très, qui se tient bien, avec votre exubérance, tout ça. Comment vous avez trouvé ça? Ben, à l'époque, Toronto, c'était plus tranquille qu'aujourd'hui, hein, donc j'ai baissé le ton de voix. Il y a une grande communauté italienne à Toronto. Oui, oui, mais quand même, j'ai pas habité là longtemps parce que 3 ans après, on a décidé, moi et mon mari, parce qu'à l'époque j'étais mariée, de venir au Québec parce que la culture était plus proche de la nôtre. Vous avez eu des difficultés avec la langue anglaise, probablement, et les habitudes? Mais moi, quand je suis arrivée ici, je ne parlais pas un mot ni de français ni d'anglais, alors pour moi, ça faisait aucune différence. Et votre mari, il avait appris l'anglais, j'imagine, un petit peu? Oui, oui. Ça n'a pas été difficile pour lui de s'en venir au Québec? Non, non, on a choisi le Québec parce que la culture était plus proche de la nôtre. Et les Français aussi, c'est pas si difficile que ça à apprendre pour quelqu'un qui parle italien. Aviez-vous de la famille à Montréal? Non, non, toute la famille est en Italie. Qu'est-ce qu'ils ont dit quand vous êtes parti? Que j'étais folle. Ah, mais oui? ils le savaient déjà. Mais des années plus tard, vous n'avez jamais pensé retourner? Vous êtes séparés. Vous n'êtes pas restés mariés. À ce moment-là, vous n'avez pas pensé retourner en Italie? Non. Dans votre famille? Ma famille, à l'époque, elle m'a demandé, dit, ben, reviens. Qu'est-ce que tu fais là toute seule? Maintenant, tu es toute seule, reviens. Mais moi, non, il fallait que je prouve à moi-même que je pouvais me débrouiller. Puis aussi, on met racine dans les pays où est-ce qu'on va. Alors, à un certain moment, quand tu penses, est-ce que je vais retourner? Ben là, tu te rends compte que tout est implanté. Là, tu as fait tes racines et que tu es devenu chez toi. Vous aviez mordu dans le mode de vie nord-américain? Bon, c'est pas si différent que les modes de vie italiens non plus. Puis, alors... Qu'est-ce que ça a été votre premier emploi, ici, à tricoteuse. À Montréal, non, j'ai pas travaillé comme tricoteuse à Montréal. Vous tricotiez en Italie? En Italie, à Toronto. Dans une manufacture ou dans un petit magasin? Non, non, une manufacture avec des grosses machines à Toronto industrielles. Aussi? Oui. Puis à Montréal, comment vous avez fait? À Montréal, j'ai pas trouvé du travail parce que ici, c'est un métier d'homme, donc non traditionnel. Et quand je me présentais pour l'emploi, vu que j'étais une femme, parfois on m'a même pas montré, je suis même pas allée à l'entrevue dont j'avais rendez-vous parce que j'étais une femme. C'était des tricoteurs? Oui. Oui, c'était un métier. De quelle nationalité? Oh, toutes les nationalités. Les problèmes, c'était pas la nationalité, c'était que j'étais une femme. Alors, vous êtes allée où? Et après, bon, j'ai fait un peu la vendeuse, comme ça, puis je suis retournée à l'école. En quoi? Oh, là, ça a été le traditionnel, secrétariat, parce que mon français n'était pas, n'est pas toujours très bon, mais quand même. Et donc, je voulais perfectionner mon français aussi, apprendre un peu à écrire, donc j'ai pris des cours de secrétariat, parce qu'à ce moment-là, je pouvais... Et ensuite, des cours à l'université. Avez-vous trouvé ça très difficile, ces années-là? Les années les premières années à Montréal, toute seule avec votre fille? Vous aviez votre petite fille à ce moment-là? Bon, moi, oui, mais je pense pas que c'était difficile parce que j'étais italienne. C'est difficile parce que, bon, je me suis retrouvée sans aucun revenu, avec un enfant, puis... Et donc, il fallait recommencer à nouveau. Bon, c'est un métier pratiquement, parce que le métier de tricoteuse, je ne pouvais pas l'exercer, je n'arrivais pas à trouver. Donc, il a fallu que je recommence à zéro. Probablement, ça aurait été moins difficile en Italie parce que j'aurais eu le support familial, dans ce sens-là, sûrement. Mais pour le reste, je pense que c'était un peu les problèmes qui vivent beaucoup de femmes qui, à un certain moment, ils ont mis toutes leurs énergies dans la famille, dans les couples, élevé l'enfant, puis là, ils se retrouvent, qui ont divorcé, se trouvent avec un enfant, toute seule, puis bon... Là, j'ai pas de métier. Italienne, est-ce qu'elle vous soutient? Est-ce qu'elle vous donne, quand vous êtes arrivée ici, est-ce qu'elle vous a soutenu toute seule avec votre fille ou bien pas vraiment? Bon, il n'y a pas... en tout cas, mais non, moi je ne suis pas allée les chercher non plus, remarquez bien, mais tout est débrouillé toute seule. Vous êtes plutôt d'une nature indépendante,
finalement? Ça doit. Puisque vous êtes passé à travers tout ça. Écoutez, on va continuer tout à l'heure, faire le tour un peu de tout ce que vous avez accompli depuis 1975 à peu près. Vous en avez fait des choses, vous en avez aidé des femmes. Mais juste avant, on va parler avec Guy de quelque chose qui se passe ici à Radio-Québec. À Radio-Québec, comme vous avez probablement lu ou entendu à la radio aujourd'hui, est touché par les compressions budgétaires. Et bien sûr, toute la télévision francophone l'est au Québec, touchée par les compressions. Aujourd'hui, notre présidente a annoncé des choix très difficiles. Hein, Guy? Oui, la présidente Françoise Bertrand, parce que jusqu'ici, on pouvait dire que Radio-Québec, c'est différent et c'est tant mieux, mais là, on ne peut plus vraiment le dire, en tout cas pas pour la question du budget. Il y a eu, bien sûr, à la télévision 4 saisons, une menace de fermeture. À Radio-Canada, d'énormes compressions budgétaires et au réseau TVA, l'annonce de la suppression de 201 postes hier. Et à Radio-Québec, il y a un manque à gagner pour le prochain exercice financier 91-92 de 6,5 millions de dollars. C'est quand même pas mal important. Pourquoi? Parce que la subvention du gouvernement du Québec, elle est gelée, elle n'est pas indexée, et aussi parce qu'une baisse des revenus autonomes, ce qu'on parle de la commandite, par exemple, et aussi au niveau de la publicité, à cause du partage de la tarte publicitaire, comme on dit dans le milieu, c'est qu'il y a plus de stations, donc les revenus tirés des publicitaires sont répartis entre les stations, donc aucune d'entre elles peut vraiment vivre de ces revenus-là. Sur le plan interne, ce que ça signifie, c'est que 38 contractuels vont perdre leur emploi et 58 employés permanents vont être relocalisés à l'intérieur de la boîte. Donc, ça va avoir un certain impact sur le plan du fonctionnement interne. Maintenant, qu'est-ce que les gens vont pouvoir déceler à l'écran? Est-ce qu'il y aura des changements? Bon, la grande inquiétude, c'était l'émission Nord-Sud. Elle a fait beaucoup parler parce qu'elle entrait dans le mandat de Radio-Québec. Et là, il y a comme un maintien conditionnel dans le sens où on devra trouver, d'ici le mois de septembre prochain, un demi-million de dollars de financement sous forme de commandite parce que sinon, l'émission devra tomber. Radio-Québec ne sera pas en mesure de la financer comme telle à cause des frais de déplacement qu'entraîne cette émission-là. Radio-Québec est disposé à fournir 325 000 dollars. Il y en a 500 000 donc à aller chercher avec la commandite. Et il y en a un 175 000 fournis par l'Agence canadienne de développement international, l'ACDI. Donc, ce n'est qu'au mois de septembre qu'on saura vraiment ce qui va arriver avec l'émission Nord-Sud. Et il y a possibilité qu'elle soit mensuelle ou encore qu'on l'abolisse complètement. Les scénarios seront élaborés au fur et à mesure que le dossier va avancer. Il y a des émissions qui vont diminuer de durée. Première ligne, feu vert, Consommation et Visa Santé, c'est déjà commencé. On est sur les reprises jusqu'à la fin de l'année. Les émissions qui devaient être produites cette année vont servir pour les premières émissions l'année prochaine. Et il y a des émissions qui vont disparaître, malheureusement. Transition, Lumière, dont le mandat culturel va être amené vers l'émission Rideau, et aussi l'émission L'école buissonnière. C'est dommage, hein, tout ça? C'est dommage. C'est à peu près inévitable. Je pense pas qu'on fasse ça de gaieté de cœur au niveau de la direction, et ça frappe durement les employés qui... évidemment, vont devoir vivre avec cette situation-là. Merci, Guy. Bon, Carmen va nous parler maintenant de la Semaine interculturelle nationale. Donc, ça se passe à grande échelle. C'est pendant toute une semaine du 5 avril, c'est-à-dire que ça commence aujourd'hui, jusqu'au 12 avril. C'est un événement bien important. De quoi? De rapprochement? C'est une grande première, parce que il y a déjà eu des semaines interculturelles, mais c'était comme plus partiel. C'était les écoles, par exemple, tous les ans ont une semaine interculturelle. Maintenant, le gouvernement du Québec a décidé de le faire plus général, ça veut dire national. À travers tout le Québec, il y a quand même plusieurs régions comme Québec, Hull, l'Estrie, Mauricie-Boisfranc, puis Montréal, qui vont participer. Il y a plus de 250 activités à peu près là, que j'ai pu voir dans le courant de la semaine. Ce matin, tu as été promenée avec des gens bien importants. C'était la grande première, c'était bon, pour solliciter les journalistes. Ils ont fait une visite du Montréal ethnique en autobus avec la ministre, Mme Monique Gagnon-Tremblay. Et on a visité bon, la rue Saint-Laurent, le quartier La Petite Italie, café italien, on est allé prendre un bon expresso. Et les journalistes, pour la plupart, n'ont pas semblé découvrir grand-chose parce qu'ils sont tous de Montréal. Alors, ils ont dit, on connaît bien la rue Saint-Laurent, mais Mme Gagnon-Tremblay, elle, par contre, a dit qu'elle a tout découvert parce qu'elle ne connaît pas Montréal. C'est pas une femme de Montréal. Et elle est la ministre des communautés culturelles et de l'immigration. Donc, elle a fréquenté, elle a parlé aux Italiens, elle a parlé aux gens de la rue Saint-Laurent. Elle était très contente, finalement, de cette petite tournée. À ça ce matin? Non. Bon. Maintenant, il y a des activités plus particulières. Il y a des choses qui se passent pour revenir un petit peu sur le thème, c'est le prenons le temps de nous connaître. Donc, il y a eu une sollicitation. Le ministère a subventionné plusieurs programmes, dont spécifiquement de rapprochement. C'est-à-dire que pendant ces 250 activités-là vont surtout traiter de rapprocher la communauté
québécoise à la communauté néo-québécoise. Et de quelle manière on va faire ça? Il y a par exemple dans l'Estrie, je crois, je ne sais pas exactement, c'est ça. Dans l'Estrie, il y a un jumelage de familles québécoises avec des familles nouvellement arrivées cambodgiennes dans la région de l'Estrie. Et ils font un rallye, un souper, des repas. Il y a beaucoup d'activités, de conférences, colloques. En fin de semaine, il y a il y a une conférence sur le Pérou à Québec. Il y a un buffet gastronomique dans la région de la Mauricie-Boisfranc. Le jumelage, il y a à Montréal, Québec Multiplus qui fait un colloque des jeunes de tous les horizons culturels, de leur participation à la communauté. Pendant toute la semaine, d'ailleurs lundi, je vais vous parler plus précisément des activités autour de Montréal. D'ailleurs, nous, toute la semaine prochaine, nous aurons des sujets particuliers qui traiteront des relations interculturelles. Oui, c'est ça. Maintenant, il y a un cahier dans lequel... Ce que je vous demanderais, c'est de surveiller le cahier. C'est un cahier spécial de la presse et vous allez aussi l'avoir dans Le Soleil de Québec. C'est un cahier spécial qui va énumérer toutes les activités de la semaine, mais aussi, ce qui est très important, c'est qu'il va y avoir un concours. Et dans ce cahier spécial-là, vous avez un petit bulletin de participation. Nous avons appris que l'espérance de vie des gens pauvres et très pauvres était de 9 ans plus courte que celle des mieux nantis et que les problèmes de santé commençaient dès la naissance chez ces gens pauvres-là pour se prolonger tout au cours de leur vie. Aujourd'hui, nous poursuivons avec Mme Christine Collin, qui est directrice du DSC de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, et c'est l'invitée de Daniel. Bienvenue, Dr Collin. Nous sommes quittés hier en parlant de la façon dont les gens les plus pauvres, les plus démunis, sont accueillis dans les services de santé. Et vous nous disiez que la pauvreté, ça inquiète même les médecins. Comment est-ce qu'ils sont de fait accueillis? Alors, ce qu'on commençait de dire hier, en fait, c'est que comme il y a une méconnaissance ou peu de connaissance de la façon dont les gens défavorisés vivent et des conditions auxquelles ils font face, il y a souvent des préjugés ou une difficulté à comprendre ce qu'ils vivent. Alors, ça entraîne une inefficacité souvent au niveau du travail, même s'il y a beaucoup de bonne volonté, parce que je pense que les intervenants, comme tout le monde, ont beaucoup de bonne volonté. Et par exemple, on peut être amené à donner des conseils, je pense aux médecins en particulier, à donner beaucoup de conseils à ces gens-là, en particulier par exemple aux femmes enceintes, en leur disant, mais il faut arrêter de fumer, il faut manger mieux, il faut boire plus de lait, etc. Alors même qu'ils n'ont pas forcément les moyens de mettre ça en pratique, même au niveau financier, et je dirais non plus au niveau de la force ou du soutien que ça prend pour réaliser ces changements. On disait aussi que les gens avaient de la difficulté à s'adresser aux services parce qu'ils sont démunis, parce qu'ils ont parfois honte, ils les méconnaissent. Et s'ils sont accueillis comme ça facilite certainement pas les choses, parce que dans ces conseils-là, il y a certainement un jugement qui est ressenti par ces personnes-là. Évidemment, c'est la question de fond. Encore une fois, il ne faut pas généraliser. Je pense qu'il y a des intervenants, qu'ils soient médecins ou infirmières ou travailleurs sociaux ou autres, qui font un excellent travail et qui sont extrêmement dévoués et qui ont beaucoup de respect pour les gens défavorisés. Mais d'une façon générale, on peut dire que ça, ce n'est pas acquis. Et au fond, je pense que ce qui perturbe peut-être le plus la relation entre un professionnel et une personne très démunie, c'est la peur que les personnes, et en particulier les mères de famille, donc la peur qu'elles ont de se voir retirer leurs enfants, ou la peur qu'elles ont qu'on les juge mal et qu'on considère qu'ils ne sont pas aptes à élever leur famille. Et ça, c'est un petit peu difficile à dire parce que ça semble dépasser aujourd'hui en 1991. Mais c'est très, oui, et c'est très fort. Et pour côtoyer des personnes de ce milieu-là, pour savoir aussi à quel point elles mettent de l'énergie pour élever leurs enfants et pour savoir à quel point elles les aiment, pour savoir aussi à quel point c'est difficile, les conditions sont difficiles, il y a beaucoup de stress qui génère beaucoup d'insécurité, de violence, et effectivement, l'enfant peut s'en ressentir, mais il se ressent des conditions plus peut-être que des comportements de ses parents. Donc pour connaître tout ça, on peut comprendre la peur qu'ont les parents de se faire retirer les enfants, parce que c'est encore une réalité aujourd'hui. Il y a un rapport récent du Conseil des affaires sociales qui montre bien qu'on retire encore beaucoup trop les enfants au Québec, et on peut aussi comprendre jusqu'à un certain point l'impuissance finalement souvent des intervenants à régler le problème sur place, je dirais. Peut-être, bon, il y a des questions d'intervention et des questions de moyens financiers aussi, et à considérer que c'est peut-être plus simple de retirer l'enfant. Sauf qu'à long terme, il y a beaucoup d'études, et ça c'est très bien documenté, qui montrent que les résultats ne sont pas meilleurs en institution que dans les familles d'origine, et je dirais même bien au contraire. Maintenant, Dominique parlait de statistiques tout à l'heure, il y a une autre statistique qui dit qu'il y a 20% des femmes enceintes au Québec qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Évidemment, on parlait hier des problèmes engendrés, en fait, dès la naissance, par le fait d'être né dans un milieu défavorisé, les bébés de petit poids, par exemple. Vous avez mis sur pied un programme pour tenter de contrer ça. Parlez-nous de ce programme.
Alors, on essaye, enfin, disons qu'on le prépare activement depuis plusieurs mois maintenant. Et effectivement, suite aux travaux qu'on a faits, où on a identifié justement ce nombre important de femmes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et on peut dire qu'il y en a sûrement 10%, ce qui fait quand même près de 10 000 naissances par an qui se passent dans un milieu d'extrême pauvreté. Donc, je pense que c'est en tout cas intolérable dans une société comme la nôtre. Donc, on sait bien qu'évidemment, une des meilleures réponses qu'on pourrait donner, c'est une redistribution des richesses et, je dirais, des changements au niveau sociétal avec une meilleure acceptation et une meilleure redistribution par rapport aux personnes qui vivent en situation de pauvreté. Sauf que je pense que c'est aussi une responsabilité de santé publique d'intervenir à ce niveau-là et de réduire les inégalités. C'est très encouragé d'ailleurs au niveau international par l'Organisation mondiale de la santé et par les différents paliers de gouvernement. Alors, on a regardé beaucoup ce qui se faisait ailleurs, dans les pays occidentaux et aussi aux États-Unis. Et on a aussi regardé évidemment ce qui se faisait au Québec. On a fait une enquête à travers le Québec et on a réalisé qu'il y avait beaucoup de choses déjà en place qui aidaient les femmes de milieux défavorisés. Et avec tout ça, ce qui se fait ailleurs, ce qui se fait ici, on a décidé de mettre sur pied ce qu'on a appelé le programme intégré de services globaux en périnatalité. Ça consiste en quoi, là, concrètement? Voilà. Alors, concrètement, donc, c'est un projet pilote qui n'est pas encore tout à fait démarré et qui se fait avec plusieurs CLSC, actuellement 7 CLSC dans 3 régions du Québec, qui est donc initié et coordonné par le DSC Maisonneuve-Rosemont, avec, bien sûr, la collaboration et un grand partage de responsabilités au niveau de nos partenaires. Alors, le projet vise essentiellement à remettre la femme enceinte au centre des services qu'elle va recevoir et à en faire une partenaire reconnue. Donc, la première chose, je dirais, c'est de viser un changement de comportement et d'attitude chez les intervenants qui, évidemment, à qui on transmet des informations et de la formation pour que la femme enceinte soit considérée comme une partenaire, comme quelqu'un qui sait ce qui est bon pour elle et qui est capable de le réaliser en autant, évidemment, qu'elle ait du soutien. Ça semble évident, c'est du gros bon sens, mais malheureusement, c'est pas toujours ce qui est réalisé. Mais si on parle, enfin, ils sont très pauvres, par exemple, si on parle de nourriture, d'alimentation. Oui. Enfin, alors évidemment, ce qu'on dit aussi, c'est qu'il ne faut pas donner des conseils et qu'il faut aider les gens à les actualiser. Alors, pour l'aspect nutritionnel, on sait que malheureusement, les femmes enceintes n'ont pas assez à manger quand elles sont très démunies au Québec. Il y a 10% des femmes qui n'ont pas assez à manger. Alors, on vise un support alimentaire, un soutien alimentaire par le biais de distribution d'aliments, ce qui a déjà été effectué depuis des années par le dispensaire diététique de Montréal, avec une méthode extrêmement précise et très efficace, et ce qui est expérimenté aussi dans plusieurs CLSC depuis quelques années au Québec. Donc, si vous voulez, on peut dire qu'en général, on va donner 1 litre de lait par jour et des œufs, à peu près un œuf par jour, et un apport vitaminique avec du jus d'orange ou des oranges quand on peut. Mais ça suppose un suivi, non? Absolument, absolument. Parce que la nourriture s'en va dans les maisons. Alors, si vous voulez, le but, c'est effectivement de permettre aux gens d'améliorer leur alimentation, mais on sait bien aussi qu'il y a besoin de soutien et de conseils pour suivre ça. Alors, il y a aussi, évidemment, un suivi de santé qui va se faire par le biais particulièrement des courbes de croissance. On va peser les femmes au cours de la grossesse, mais aussi par le biais de conseils, mais je dirais appropriés. Par exemple, on va aider les femmes à réaliser une meilleure nutrition à partir d'un petit budget. Et on va s'appuyer aussi, par exemple, sur les cuisines collectives qui commencent à s'implanter au Québec, où des femmes entre elles s'entraident pour finalement faire une cuisine régulière et de bonne qualité, enfin du moins avec les moyens du bord, tout au long du mois. On va s'appuyer beaucoup, on souhaite en tout cas travailler beaucoup avec les organismes communautaires et développer aussi les réseaux de soutien à ces femmes-là qui sont très souvent isolées, malheureusement. Justement, est-ce que les femmes vont être, vous croyez, réceptives à ces programmes-là? Est-ce qu'elles vont s'engager pour les suivre du début à l'accouchement? Alors, moi, je pense vraiment, et j'ai des preuves de ça, que si les programmes sont adaptés, si les femmes vont se sentir reconnues et, je dirais, non jugées, justement, non seulement elles vont venir, mais elles vont en parler à leurs sœurs, à leurs voisines, à leurs amies. Et l'expérience qu'on a, on avait fait une enquête à ce niveau-là il y a quelques années au Québec, on s'aperçoit qu'à ce moment-là, la demande est même plus forte que ce qu'on peut offrir comme service. Donc, c'est d'abord et avant tout la qualité du service qui fait en sorte que les femmes viennent ou viennent pas. Et je crois que le principal point, c'est quand elles se sentent reconnues, quand elles ne se sentent pas jugées et quand elles sentent qu'on les appuie dans une démarche. À ce moment-là, comme je vous dis, elles viennent et c'est aussi beaucoup plus gratifiant pour les intervenants qui, évidemment, trouvent ça beaucoup plus intéressant comme façon de travailler. Maintenant, le programme, évidemment, j'imagine, cesse à la naissance de l'enfant? Ah non, alors ce qu'on voudrait éviter, justement, c'est cela. Actuellement, malheureusement, au Québec, les services qui sont donnés au niveau prénatal
sont transférés à un autre intervenant au niveau postnatal. Donc, je dirais au moment où la femme en a le plus besoin, quand elle se retrouve avec son petit bébé, son conjoint, s'il est là ou personne d'autre, elle doit recommencer finalement à expliquer sa vie et à créer une relation de confiance qui est tellement fondamentale avec quelqu'un d'autre qu'elle ne connaît pas qui arrive. Alors, on voudrait vraiment arrêter cela et donc c'est tout un courant qui s'installe où on essaye de travailler en équipe, en prénatal et en postnatal, et je dirais même plus que ça, travailler en équipe multidisciplinaire. Donc, on travaille beaucoup avec la notion d'intervenant privilégié, c'est-à-dire que c'est la même personne qui doit pouvoir accompagner la femme au cours de sa grossesse et après, et éviter ou tout au moins reculer au maximum la notion de référence. Bon, on réfère à un spécialiste, après ça on perd la dame, évidemment. La patiente qui raconte sa vie sans cesse, c'est bien évident, ne continuera pas ces références-là. Alors il y a un intervenant privilégié qui crée une relation de confiance et qui croit fondamentalement, finalement, que la femme a beaucoup de ressources pour s'en sortir, mais qu'elle a besoin d'aide aussi pour cela. Docteur Collin, merci beaucoup. Je vous en prie. Vous savez, à Téléservice, on lit beaucoup de journaux, on lit souvent des journaux, et hier et aujourd'hui, une partie de l'équipe et moi-même, nous avons sursauté quand on a lu une information comme celle-ci. Cette information nous dit que les détenus des prisons auraient droit à une libération conditionnelle après avoir purgé 1/6 de leur peine au lieu d'un tiers, comme on s'était laissé dire il n'y a pas longtemps, ici même à l'émission, comme le veut la tradition et comme le veut la loi. Alors, Guy, semble qu'il y ait un changement, là? C'est vrai, mais c'est pas aussi vrai qu'on le croyait dans la mesure où ça ne s'applique qu'au centre de détention de Laval. Ça ne s'applique pas aux 23 autres centres de détention à travers le Québec. Et on suggérait même dans la directive qui était émise à ceux qui s'occupent justement de la libération des prisonniers de le faire automatiquement et que dans le cas où on voulait prolonger leur séjour en prison au moins jusqu'au tiers de leur peine, on devait nécessairement avoir des bonnes raisons. Et ce qui a fait que ça a surpris un peu tout le monde parce qu'on se disait finalement, on impose une peine et les gens sortent après 1/6 seulement, ce qui n'est pas beaucoup. Imaginez par exemple un vol qualifié, c'est-à-dire un vol à main armée sur une personne ou encore un viol pour lequel le coupable, l'agresseur, a 2 ans de prison. Il pourrait sortir après 4 mois. Je vois mal la victime se promener sur la rue et revoir la personne en question alors qu'elle a l'impression que cette personne-là est derrière les barreaux pour 2 ans. Bon, explique-nous un peu là, pourquoi les sentences seraient plus courtes. Comment ça fonctionne, tout ça? Là? Bon, on en profite de l'occasion, justement, parce que souvent, les gens, on comprend mal parce que c'est très complexe. Les structures de la décision, elle est toujours... elle bifurque toujours sur un comité ou sur un autre. C'est jamais très clair. Ce qu'il faut comprendre à la base, c'est que le juge, lorsqu'il prononce une sentence, après que le coupable... il y a un verdict de culpabilité, et le juge, lui, impose une peine qui reflète le degré de désapprobation de la société à l'égard du crime. C'est ce qui fait que, par exemple, pour une possession de hashish, il y a 20 ans, on donnait une peine d'emprisonnement. Alors qu'aujourd'hui, bon, alors, les mœurs étant ce qu'elles sont, c'est un peu plus accepté. La peine n'existe même plus. Une simple amende, souvent, ou même, il n'y a même pas d'amende. Donc, le juge suit une règle. Il suit une règle, et lui, son rôle, c'est de faire le lien entre ce que pense la société à l'égard du crime qui est commis et imposer une peine qui soit proportionnelle. Mais une fois que le verdict et la peine est imposée, c'est plus lui qui s'occupe du détenu, là. Ce sont les services correctionnels qui prennent le détenu en charge et qui administrent sa peine. Et ça, selon des critères. La loi de libération conditionnelle, par exemple. Alors, si le prisonnier a un bon comportement en dedans, s'il ferait preuve d'une volonté de réhabilitation, tout ça, il y a plus de chances de ressortir rapidement. Donc, le pouvoir est donné peut-être au directeur de la prison ou quelqu'un comme ça? Voilà. Le directeur de la prison, lui, peut élargir temporairement un détenu, peut lui donner des absences temporaires, des congés avec un certain encadrement, quand la peine d'emprisonnement est moins de 6 mois. Et lorsque la peine est plus de 6 mois, mais jusqu'à 2 ans, à ce moment-là, c'est la Commission québécoise des libérations conditionnelles qui analyse le cas du prisonnier. Et ce pourquoi on dit québécoise, Commission québécoise, c'est que les prisons, c'est de juridiction provinciale pour les détenus ayant une peine de moins de 2 ans. Et lorsqu'on parle de détenus, à ce moment-là, on parle de ceux dans les centres de détention fédéraux. Alors à ce moment-là, c'est une autre règle qui s'applique, mais selon les mêmes principes, parce que c'est le code criminel qui prévoit toute la question de la criminalité, donc, et ça relève du fédéral. Bon, alors, explique-nous un peu la logique derrière une décision comme celle-ci, c'est-à-dire ce fameux centre de détention. Là, comment ça peut arriver, une chose comme ça? Bon. Ça va vers quoi? Ça nous mène où? Bon, c'est très lié à une question d'argent. C'est la surpopulation dans les prisons. C'est carrément ça. Ça n'a rien à voir avec les beaux principes qui veulent qu'un détenu se réintégrerait mieux dans la société s'il avait la chance d'y retourner le plus rapidement possible. Il y a une surpopulation dans les prisons. Il y a eu une augmentation de 40% du nombre de prisonniers
dans les prisons du Québec au cours des 2 dernières années, notamment pour la drogue et la violence conjugale, dont on parle le plus, que l'on dénonce plus. 40 %, c'est beaucoup. C'est énorme. Il y avait en 87-88 35 500 cas à peu près de personnes qui avaient une peine à purger. Et l'année suivante, 50 000. C'est même 15 000 de plus dans une période de 12 mois, ce qui est énorme. Alors donc, le nombre de prévenus a augmenté de 55 %. Les prévenus, ce sont ceux qui attendent leur procès en prison parce qu'ils constituent un danger pour la société. Et une augmentation de 23 % du nombre de condamnés, c'est-à-dire ceux pour qui on a dit qu'ils étaient coupables d'un acte criminel. Maintenant, tout ce monde-là, ça fait combien de détenus à peu près? Bon, il y a à peu près 4 080 détenus actuellement dans les prisons. Et la norme veut que seulement 3,5 % d'entre eux sont libérés au 6e de leur peine et 10 % le sont au tiers de leur peine. C'est pas beaucoup de monde, finalement. Ils en gardent une bonne partie dans les prisons. Ils en gardent une bonne partie et on peut penser que il y a des cas d'emprisonnement pour billets non payés. Oui. Bon, il y a des choses comme ça, là. Évidemment, il y a des crimes plus graves. Ces gens-là, reconnus coupables, se retrouvent dans des centres pénitentiaires, plus de 2 ans. Là, on parle de moins de 2 ans. Donc, il y a des crimes plus graves et on peut présumer à la lumière des statistiques qu'effectivement, ces derniers-là ont plus tendance à purger leur peine au complet que de sortir prématurément. Maintenant, les criminels qui vont être libérés, là, disons le 10 % qui font faire un tiers de leur sentence et les 3,5 %, est-ce qu'ils sont laissés à eux-mêmes, j'imagine? Parce que si c'est des crimes mineurs, c'est bon, autre chose, ou bien si on remet sur le marché des gens dangereux? Il y a toujours des conditions comme assorties à chaque libération. On doit se rapporter, faire consulter notre agent de probation. D'autres ont une réinsertion sociale dans des organismes communautaires. Et il est faux de penser que ces services communautaires-là sont capables de prendre le surplus de prisonniers qui sortiraient là, plus massivement des prisons parce que les services sont inadéquats en termes de ressources à ce niveau-là. Et il faut bien comprendre que ça coûte moins cher à l'extérieur un prisonnier, 6 $, alors qu'en dedans, il coûte 40 000 $ par année. Alors, c'est la raison pour laquelle on a plutôt tendance à vouloir les laisser sortir. Je te cache pas que ça me fait peur. Si je devais être une victime potentielle d'un agresseur ou d'un fraudeur, disons même il y a la fraude dans tout ça, qu'est-ce qu'on devient? Nous, on dit quoi, là? On subit tout ça? Peut-être faudra augmenter notre degré de désapprobation à l'égard des crimes, ce qui inciterait les juges à imposer des peines plus sévères, mais ça, il ne faut pas se faire dîner là-dessus. Oui, mais ça ne règle pas le problème dans la mesure où on a 300 places additionnelles. Les 300 premiers sont placés, mais le 301e, il y a un autre problème qui se pose et qui est récurrent, somme toute. C'est toute la vision du système carcéral qui est à revoir d'une certaine façon. Regarder aussi vers les sentences communautaires qui sont peut-être des... Voilà, c'est une tendance sur laquelle insistent plusieurs groupes comme tels, mais fondamentalement, ce que ça fait, c'est que la victime ou le citoyen n'a plus confiance dans le système judiciaire. Et la confiance est la base du système judiciaire. Et les gens, hier, on disait que les gens ont pas beaucoup tendance à porter plainte parce qu'ils ne croient pas aux résultats. Alors, des mesures comme celle-là sont de nature, justement, à nous décourager à porter plainte, sans parler du désintéressement des policiers, des procureurs qui courent après les criminels, ils tentent de les faire emprisonner. Les détenus doivent être contents. Du moins, leur représentant, Jean-Claude Burnheim, de l'Office des droits des détenus, il trouve ça positif, cette mesure-là, parce qu'il estime que la réinsertion sociale est plus profitable que l'emprisonnement comme tel, assorti bien sûr de services sociaux, sauf que le problème qui se pose, c'est que les services sociaux, il n'y en a pas suffisamment. C'est presque inexistant. Voilà. Ouh, c'est un portrait sombre. Merci, Guy. Madame Bézary, on revient à vous. Je retourne dans le temps, je pense encore à vos premiers emplois qui vous ont amené à rencontrer des gens, à voir la vie telle qu'elle était dans Montréal et qui a forcé une première implication autour de 1982. Vous vous êtes impliqué il y a un bon moment déjà. Quelle a été votre première implication sociale? C'était au Centre des femmes italiennes. Oui, pourquoi? Bon, c'était pour... j'ai travaillé, en effet, à l'intégration des femmes italiennes ici à la société québécoise. L'intégration, ça veut dire quoi à ce moment-là pour vous? Étiez-vous fâché contre quelqu'un? Étiez-vous enragé contre une situation? Dites-nous dans quelles circonstances ça s'est passé. Non, c'est pas une question d'être fâché, sauf qu'il y a une certaine... Bon, disons que je ne suis pas une fâchée, mais je suis une revendicatrice de justice sociale. Et donc, oui, il y a des choses que la société québécoise doit faire. Et alors, bien sûr, j'ai commencé par la communauté italienne, parce que, bon, mais c'était ma langue, c'était plus facile, c'est là que j'ai trouvé un travail. Mais ça s'est changé tout de suite pour les multiculturels. Mais où il y avait une inéquité, puisque vous étiez à la recherche de le problème pour les immigrants en général, c'est que ce n'est pas tout le monde qui a accès à l'apprentissage du français, même avec le nouveau énoncé politique
c'est qu'on s'en va vers la bonne voie, mais là aussi, on n'est pas assuré que tous les immigrants auront accès à l'apprentissage du français. Il y a aussi des programmes qu'il faut mettre sur pied. Et il faudrait pouvoir travailler un peu plus et enlever le racisme au niveau du travail et de l'embauche. Donc ça c'est une autre théorie. Vous pensiez à ça à ce moment-là, mais pour le mettre en pratique, donnez-nous un exemple d'une action qui a été posée à ce moment-là. Bon, même là, je peux vous donner les exemples de mes actions. Oui, des vôtres, bien sûr. Bon, et donc, c'est sûr, le problème est celui-là. Et aussi, il faut créer un certain rapprochement entre communauté culturelle et québécoise d'origine. Donc, dans la pratique, qu'est-ce qu'on essaye de faire au collectif des familles migrantes? On travaille sur deux champs. Donc, pour les Québécois, on fait des programmes de sensibilisation. Pour les immigrants, c'est des programmes d'intégration. Mais donnez-moi des exemples des deux côtés. Oui, alors, par rapport aux Québécois, pour les sensibiliser, on organise des colloques, on produit des documents. La dernière chose qu'on a organisée, c'est des expositions de photos pour rejoindre une population qui ne vient pas au colloque, qui ne vient pas entendre nous revendiquer une chose ou l'autre. C'est beaucoup plus subtil et ça rejoint beaucoup plus de monde. D'ailleurs, on a produit des expositions merveilleuses. Qui ont très bien fonctionné, qui attirent beaucoup de monde. Et qui se promènent encore. D'ailleurs, dans la semaine interculturelle, on va pouvoir les voir le 9 avril à Place Bonaventure et le 10 avril à la Tour du Bel. Donc, ça vaut la peine d'aller les voir. Donc, ça et autre action, c'est pour sensibiliser la société québécoise un peu à ce qu'on vit. Donc, les documents aussi, c'est la même chose. Par rapport aux immigrants, pour faire quelque chose, pour les aider dans l'intégration, bien sûr, on revendique l'accès au cours des français, des conditions de travail exemptes de racisme, mais dans la pratique, ce qu'on essaye de faire, on les informe sur les droits qu'ils ont et on donne des cours de formation. Alors ça peut être une formation thématique, mais c'est aussi une formation des métiers, parce que l'intégration des immigrants, comme pour les femmes, comme pour tout le monde, passe à travers l'intégration économique. Il n'y avait pas ça quand vous étiez tricoteuse et que vous n'avez pas pu obtenir d'emploi. S'il y avait eu ça, seriez-vous passé par ces cours-là? Mais bien sûr. Donc les cours que nous on organise, actuellement, on a choisi les métiers non traditionnels. La soudure, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, la soudure, c'est parce que c'est plus payant que d'autres métiers. C'est aussi un métier manuel et on n'est pas obligé de connaître les Français à la perfection, de savoir de quel côté je mets l'accent. Là, c'est pas important. Du moment que je comprends bien, je peux exercer un métier manuel. Donc, c'est plus facile aussi pour certaines immigrantes de faire un métier comme ça que, je sais pas moi, la secrétaire. C'est des choses comme pardon, vas-y Carmen, c'est à toi. T'es immigrante, vas-y. Non, c'est parce que c'est pas seulement pour les Italiennes, là, vous êtes rendus. Non, toutes les communautés vous avez élargi. Oui, le collectif des familles migrantes, c'est un organisme multiethnique. Les membres sont de différentes origines, différents statuts sociaux, différentes religions. Est-ce qu'il reste encore des Italiennes? Au collectif, pas beaucoup, non. Les Italiennes, c'est une vieille immigration et donc ils ont quand même beaucoup moins de besoins. Ils sont déjà installés ici depuis des années. Donc c'est vraiment l'immigration la plus récente. C'est les latino-américaines, c'est les asiatiques, c'est beaucoup d'Africains du Nord aussi qu'on voit aujourd'hui. Vous leur suggérez des métiers traditionnels. Comment elles réagissent, les femmes? Parce qu'elles viennent souvent de sociétés traditionnelles où ça n'existe pas. Eh bien, écoutez, tout le monde ne réagit pas bien par rapport à un métier non traditionnel. Maintenant, ce qui est malheureux pour le moment, c'est qu'on a juste 2 programmes. Ça veut dire 15 ou 12 femmes dans un groupe. Alors, quand on aura eu encore plus de succès, on en aura plus, mais pour le moment, c'est rien que ça. Alors, pour 15 ou 12 femmes en formation, on a 100 demandes, donc il n'y a pas de problème. Il y a une volonté. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a une volonté que quelqu'un qui n'a pas eu de misère, qui n'a pas de problèmes, ne peut pas avoir. Donc, ils sont motivés, elles sont motivées. Alors, ok, c'est non traditionnel, elle n'aurait peut-être jamais fait ça chez elle. Sauf que là, elles se retrouvent ici, puis il faut qu'elles fassent quelque chose pour s'en sortir. Si ça peut les aider, ben pourquoi pas. Et les maris en général, les femmes qui viennent, ils sont d'accord. Parce qu'on demande, il faut que la famille soutienne cette femme-là, parce que cette femme-là a besoin de soutien. Donc, il y a une force. C'est évident que vous en êtes une femme avec une force, avec une énergie de survie. Il y a quelque chose d'absolument nécessaire. J'essayais de mesurer en lisant Femmes immigrantes du Québec, l'enjeu des années 90. C'est Mme Bizarri qui nous l'offre. Je me dis, il faut être forte pour passer à travers toutes les difficultés, parce que c'est un résumé de difficultés et de solutions. Oui. Êtes-vous forte? Mais je pense que... forte? Je pense que ça, c'est pas que quelqu'un n'est plus fort parce qu'il est né à l'étranger. Okay? Non, c'est l'adversité qui fait que ta peau devient un peu dure, s'endurcit, puis il faut. T'as pas le choix, voilà.
Donc, dans les années à venir, dans les années 90, parce que les enjeux sont grands dans les années 90, il y a un grand tournant en ce moment, là, on le sent bien. On est en train de se rapprocher pour vrai, je pense. Ça va être quoi, les grands enjeux? Bon, par rapport au collectif, nous, ce qu'on va essayer de faire, à part continuer le travail habituel, ce qu'on trouve important qui se passe, c'est que nous, comme organisme formateur, on puisse créer des liens avec les entreprises. Parce qu'il faut former les femmes en fonction des besoins de l'entreprise. Donc, notre souhait, c'est d'avoir des liens plus proches avec les entreprises, à savoir c'est quoi l'ouverture, c'est quoi leurs besoins, c'est quoi les besoins en formation, de façon à qu'on puisse les former pour... Donc, vous partez à la chasse à l'entreprise, oui, et à l'ouverture. Oui. Il y a déjà quelques-unes avec qui on a des contacts. Et bien sûr, ça reste toujours les problèmes sociaux par rapport à un accès... Le logement, la santé, dont on parlait tout à l'heure. Et un accès plus large à l'apprentissage du français. Ça a l'air qu'on s'en va de ce côté-là, mais c'est quand même pas encore réalisé comme tel. Et c'est les questions raciales aussi qu'il faut qu'on travaille au rapprochement. Pour aller vers Yves, je vais vous demander combien de fois vous avez déménagé dans votre vie? Oh, quand j'étais mariée en 8 ans avec mon mari, 17 fois. Depuis que je suis seule, je suis dans le même appartement. Avec un baluchon? Alors Yves, déménager pour bien des gens, c'est un cauchemar. Pour moi, la première, c'est une corvée, un calvaire, un cauchemar. Ça demande de l'énergie folle, ça coûte cher. Ça stresse les gens, on est pris dans des contraintes, puis c'est des inconvénients. Je vois rien de bien là-dedans. Alors, Yves va essayer de nous aider à rendre ça plus agréable, le déménagement. C'est pas... Bon, alors, c'est pas un projet a priori simple, très simple ou banal pour les gens qui n'ont pas l'habitude de déménager comme Mme Bédiari. C'est vrai quand même. Alors, les gens qui déménagent souvent n'ont pas vraiment besoin de suggestions ou de conseils parce qu'ils savent à peu près quoi faire, sauf pour les gens qui sont sédentaires, ceux à qui c'est pas arrivé très souvent. Alors, il s'agit de recueillir le plus d'informations possible pour que l'étape du déménagement devienne un succès. Alors, une constante, plus le déménagement est important, et c'est ce qui se passe. On accumule avec les années, plus on a de stock, et plus la distance à parcourir est longue, l'endroit où on va aller, bien évidemment, plus ça va coûter cher. Alors, puisqu'on parle de coûts, ça dépend évidemment avec qui on va faire affaire, avec qui on va déménager. Quelle compagnie? Le transporteur qu'on va choisir. Alors, on peut parler de deux types de déménageurs, c'est-à-dire les déménageurs occasionnels et les déménageurs professionnels. Pour les premiers, les occasionnels, habituellement, on discute les prix avec ces gens-là. C'est-à-dire qu'on transige verbalement ou avec de petits contrats sur papier comme ça. Mais comment on les reconnaît, les occasionnels? Les occasionnels, on les reconnaît parce qu'ils annoncent vers la fin mai subitement. Ils foisonnent subitement. Et les hommes sont tout petits, puis sont maigres. Ils ont faim. Donc, ce sont des petites compagnies méconnues. Évidemment, on fait affaire souvent avec eux à nos risques et périls. Ils préfèrent la plupart du temps être payés comptant, n'offrent aucune protection en cas d'avarie, et ils embauchent quelquefois, mais la plupart du temps, des gens qui ne sont pas qualifiés. Donc, ils échappent mais il faut le quand même cadeau. pas... Oui, ils peuvent. Mais il faut quand même pas tous les mettre dans la même boîte, ces gens-là, parce qu'il y a des gens qui peuvent nous être recommandés. C'est le cas de Roselyne Landry, qui travaille avec moi comme recherchiste, qui me racontait qu'elle a eu à déménager quelquefois avec des déménageurs occasionnels et que ça s'est bien passé dans chacun des cas. Mais évidemment, c'était des gens qui lui avaient été recommandés. Pour les professionnels, si on parle du tarif, avant le 15 juin, les prix varient entre 70 et 150 $ de l'heure. Et si on a le malheur de devoir, parce que c'est évidemment presque tout le monde qui le fait, là, déménager entre le 15 juin et le 15 juillet, il faut s'attendre à payer presque le double. En tout cas, au moins 50 Mais plus l'heure cher. peut être longue si t'es pris dans la circulation à 5 heures. Exactement. Exact. Ça aussi, ça rentre en ligne de compte. 75 $, là. C'est un déménageur et le camion. Comment ça, c'est des équipes, ça. Ça, c'est des équipes, et je vais les décrire un petit peu. Ce sont des compagnies, d'abord, qui détiennent pour la plupart des permis de la Commission des transports du Québec. Ils ont un personnel qualifié, c'est-à-dire 2 ou 3 hommes, la plupart du temps, qui se présentent chez vous. Ils possèdent évidemment tout le matériel requis pour pouvoir transporter tout en douceur. C'est-à-dire diable, bâche, couverture, en principe, plus que ceux que Daniel décrivait tantôt. Des housses, et puis, évidemment, des boîtes, par exemple, s'il vous en manquait, et beaucoup d'autres choses. Ils transigent des contrats avec vous et, évidemment, vous êtes invité, lorsque vous transigez avec ces gens-là, à lire comme il faut les clauses parce qu'il y a peut-être des petites choses qui peuvent nous échapper et on peut être bien surpris. Comme le nombre de pièces à déménager, comme vous enveloppez la vaisselle ou c'est moi qui l'enveloppe, des choses comme ça? C'est des choses vraiment arrangées avec le déménageur. Puis on va donner un petit truc tantôt. Les transporteurs professionnels détiennent, et c'est vraiment ce qui fait un plus,
de leur côté, détiennent une assurance dommage. Alors, s'ils brisent quelque chose chez vous, ben, ils sont couverts, ils vont pouvoir vous rembourser. Et si, par exemple, vous décidez de ne pas emballer vous-même, vous pouvez rajouter au montant que j'ai parlé tantôt 50 $ de l'heure supplémentaire pour l'emballage. Mais en gros, donc en moyenne, on peut estimer le coût du déménagement à peu près 100 $ par pièce de la maison, ce qui, bon, par exemple, 5 pièces, ça Madame Bizarri fait les comptes. Ça fait à peu près 500 $. 1 heure pour le transport, donc un 100 $ supplémentaire, et des extras, par exemple, si on demeure au 4e étage, c'est beaucoup plus long, il y a beaucoup d'escaliers à descendre, ça peut donner 1 heure de plus. Troisième, 3 quarts d'heure de plus. Vous allez déménager? Non, pas cette année, non. Si vous voulez facturer les 17 déménagements, c'est ça? Alors, le compteur des déménageurs part à partir du moment où ils franchissent le seuil de la maison et où ils sortent de la maison où vous aménagez, bien sûr. Donc, le trajet ne compte pas? Oui, le trajet compte. C'est à peu près... Bon, là, on parle de déménagements locaux, là, mais il y a des forfaits pour les déménagements à très, très longue distance. Mais le trajet, comme je disais tantôt, pour 1 heure de transport, à peu près 100 $ de plus. Alors, pour prévenir les coûts et les coûts, il est bon de demander une estimation à l'entreprise. Si elle vient sur place, c'est pas très compliqué. Vous allez avoir l'heure juste. Par contre, vous pouvez le faire aussi au téléphone, mais là, il faut être très précis. Il faut donner le plus de détails possible. Par exemple, à quel étage vous habitez? Au 3e, par exemple. Combien de pièces? Dans combien de pièces vous habitez? 4. La liste des meubles difficiles à manœuvrer, par exemple, si on a un piano ou encore de grosses armoires étagères. Il n'y en a pas? Ça va bien. Existence d'un stationnement rapproché, c'est une chose qui favorise la rapidité du déménagement. Non. Et le genre d'habitation où on va aménager aussi. Vous savez où vous allez? Je déménagerai pas. Ça coûte trop cher. 1 000 $. J'ai fait mes calculs, c'est 1 000 $. Ah, mon Dieu, c'est bien cher chez vous. Alors, vous devriez rester là. C'est ce que j'avais fait. Avant le déménagement, il est bon de vérifier l'état des choses qu'on va laisser transporter par les gens. Oui. Et une bonne façon de faire, c'est de prendre des notes par écrit ou encore de prendre des photos ou utiliser l'appareil, le caméscope, par exemple. Oui. Alors que bien des gens en ont, on peut toujours l'emprunter. Après le déménagement, il est bon d'inspecter ce qui arrive à la maison et donc de s'arranger sur place si jamais il y a des bris, de téléphoner au transporteur pour essayer de s'arranger et lui faire reconnaître qu'il a brisé quelque chose ou encore de lui adresser une lettre recommandée. Est-ce qu'on a des recours s'il y a quelque chose de grave? Oui, bien si on est obligé de tirer l'oreille du transporteur, ce qu'on peut faire, c'est de téléphoner à l'Association des camionneurs du Québec ou encore s'adresser à la Cour des petites créances. La plupart du temps, on va se charger de ces problèmes-là. Les numéros sont à l'écran. Il y a des numéros de téléphone. En haut, c'est celui de l'Association du camionnage. Alors, je vous laisse le temps d'y prendre en vous disant que pour trouver un déménageur professionnel, normalement, ils sont répertoriés dans les pages jaunes sous la rubrique déménageur, mais il faut néanmoins vérifier les compétences et vous pouvez téléphoner à ces 2 numéros-là pour avoir des références sur les déménageurs. C'est un beau petit livre, là, bien comique, ça a l'air. Il y a la brochure de l'Association du camionnage du Québec que vous pouvez obtenir, qui renferme énormément d'informations. Et il y a aussi un petit livre d'une dame qui... Combien de fois vous avez déménagé, Mme Bizarri? 17 ans, 17 ans. Alors, quand j'étais mariée. Là, depuis que je suis seule, non. Alors, il y a une dame qui vous a battu ici, Micheline Raymond, des éditions Québécois, qui présente Déménager sans problème. Elle a déménagé 20 fois en 20 ans. Ça, il faut le faire. Non, mais moi, 17 en 8. Ah, mon Dieu! Vous êtes championne! J'avais pas de meubles à l'époque. Alors, vous allez trouver tous les renseignements à l'intérieur de ce livre-là. C'est très utile. 9,95. 9,95. Ça se trouve partout. Partout. Merci Yves. On revient après une courte pause. La Manic, c'est beau, c'est fort et ça produit beaucoup d'électricité. Mais attention, il suffirait de brancher 800 000 bouilloires électriques en même temps pour utiliser la puissance totale de la centrale Manic 5. 800 000 bouilloires, c'est peu si nous pensons au nombre d'appareils électriques dans les foyers du Québec. Donc, chaque petit geste pour économiser de l'électricité est un geste important. Évitons le gaspillage. Et pourquoi pas? Il existe plusieurs écoles pour devenir ingénieur automobile. Mais pour devenir un ingénieur Honda, il n'y en a qu'une, la Formule 1. Parce que ceux qui vont à la bonne école dès le départ ont de bien meilleures chances d'arriver bon premier. Voici l'Acura Integra 1991. Oui,
ça peut vraiment durer extra longtemps. La saveur de la gomme extra sans sucre dure extra longtemps. Oui, ça peut vraiment durer extra longtemps. Je pense que t'en as pour longtemps. Regarde. Oui, ça peut vraiment durer extra longtemps. Est-ce que t'habites dans le coin? Le bon goût d'extra sans sucre dure extra longtemps. Combien coûte un hamburger McDonald's? Combien vous n'allez pas partir en combien passe monsieur? 1,29 $. 3. 2,50 $. 3. McDonald's annonce un grand changement. À compter de maintenant, notre hamburger ne coûte que 69 cents. 69 cents? Voyons donc. 69 cents, 69 cents une fois, 69 cents deux fois. Tu viens 69? Et notre cheeseburger ne coûte que 79 cents. Vendu. Chez McDonald's, l'argent comptant est de retour. Margot et Jojo sont des proprios de resto très cool. Je suppose qu'elle a apporté sa mayonnaise aussi. J'y vais, Jojo. Bonjour, je peux vous servir? Un sandwich au saumon fumé, s'il vous plaît. Ah, ça c'est bon, avec beaucoup de mayo Kraft, hein, ma Jojo? Oui, ici on sert de la mayo Kraft parce qu'elle est vraiment crémeuse. Délicieuse, douce dans la bouche. On voit bien que la mayonnaise Kraft paraît plus crémeuse. Ah! La mayo Kraft! Vraiment crémeuse. Moi, ça me fait rien. Mais si vous utilisez n'importe quel huile moteur, je donne pas cher de votre moteur. Tenez, regardez celui-ci, par exemple. Un tas de résidus accumulés, hein? Des marques sur les pistons, des pièces qui tiennent pas le coup. Voulez-vous mon avis? Adoptez Valvoline tout climat. L'huile moteur qui dépasse toutes les normes de garantie établies par l'industrie automobile. Valvoline. Il n'y a rien de mieux que ça. Mais vous savez, Aura Bizarri, elle n'est pas seulement une femme revendicatrice. Votre cœur a l'air grand comme ça. Est-ce que je me trompe? Non. C'est vrai que je revendique, c'est vrai que je travaille à l'intégration des immigrants et à l'amélioration de notre société québécoise. Mais j'ai aussi des amitiés profondes avec les Québécois. Et mes amis québécois m'aiment pour celle que je suis. Une femme de tête, une femme qui a une grande gueule, mais aussi une femme avec un grand cœur. Alors, votre grand cœur, vous l'utilisez à quoi, en dehors de votre fille? Oh, à faire la cuisine pour vos amis? J'ai fait des très bons spaghettis. Oui. Vous recevez beaucoup? Non, pas beaucoup. Je travaille tout le temps. Vous travaillez trop? Oui. Mais vous avez des amitiés de longue date, finalement? Oui, j'ai des amitiés profondes avec des Québécois. Alors, c'est pas parce que je respecte et je vais améliorer la situation, avoir des changements, que je n'aime pas le Québec. Madame Bizarri, à la prochaine, merci. Et je souhaite bon voyage à Nicole Fauché qui nous quitte pour la route des vacances. Bye! La bourse et la vie, un tourbillon d'intrigues, de rebondissements, d'émotions dans une grande banque de Londres, ce soir à 21h. Mais d'abord, qui sont les pacifistes et que veulent-ils? Dans un instant, première ligne.